la nuit du 8 novembre. Donc, s'accrocher aux mots, s'accrocher à ce rituel comme on s'accrocherait à quelque chose, comment dire, en fait, à défaut de trouver un salut, fût-il un salut, euh, j'allais dire, de base, un salut basique, au lieu d'espérer le salut absolu, le salut rédempteur, euh, le salut éternel. On se bat pour euh, un salut de, comment dire, euh, un salut de base, un salut de première nécessité. Il y a là une, un sentiment d'avoir besoin d'être sauvé, voilà, d'une façon, j'allais dire d'une autre, mais d'être sauvé de soi, de peur, de ne plus pouvoir venir respirer à la surface des événements, à la surface du monde, à la surface du présent. Il y a comme un maintien de soi entre deux réalités. Le, le présent, le réel, l'existant et le néant. Ce qui représente la chose qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de corps, qui n'a pas d'effectivité, qui n'a pas de réalité. Alors on est néant aux trois quarts, aux quatre cinquièmes, et le reste, peut-être, et encore c'est pas sûr, le reste est peut-être quelque chose de réel, quelque chose qui a encore la capacité de, de se penser ou de se sentir comme encore membre, encore faisant partie de ce monde. Et c'est en cela que quelque part, euh, l'on est encore en capacité de recueillir quelque chose, recueillir quelque chose de l'air ambiant. Et on peut se retrouver comme ça à commenter un fait d'importance, mais un fait parmi tant d'autres, disons un fait divers, disons un fait unique qui a qui n'est pas resté unique, mais ça reste un effet rare, un fait rare. Alors un fait rare est capable d'avoir une importance je n'en sais rien, un homme, fût-il providentiel, fût-il extraordinaire, pour marquer l'histoire, il lui faut de la compagnie. Il faut qu'il soit accompagné par une armée, par un peuple. Cet homme, prenons un homme que tout le monde connaît, mais que moi je n'aime pas, donc je ne le cite pas. Donc, bien entendu, la conduit, comment il les appelle, il les appelait, c'est ses commissionnaires, comment il les appelait, peu importe. Donc, bien sûr, ça a une importance. Un homme, fût-il un être brillant, je veux dire, charismatique et peut-être au bon moment,
de son bon moment à son époque, qui se trouvait au bon endroit, au bon moment, et qui a pu, de cette façon, influer sur le cours des événements. Prenons un Robespierre. Robespierre, s'il n'avait pas été adopté suivi par une foule, il n'aurait pas été l'homme qu'il a été. Donc, il y a un être dans l'histoire d'une région du monde qui est considéré comme un être exceptionnel parce que il a eu une influence particulière, une grande influence, et aussi qu'un être ordinaire qui seul et qui commet un acte, il part une sorte d'extraordinaire, de magie, de blanche ou magie noire, je ne sais. Il a la capacité de changer le destin d'une nation, d'un peuple. Il a la capacité de créer une nouvelle histoire, de changer les priorités, de refixer le cap, oubliant certaines choses. Aujourd'hui, voilà. Et cet être, il est encore, il n'a pas qu'un pouvoir, il est multi-pouvoir. Il peut créer une sorte de nouveau sacré. Il est comme, il participe, malgré lui, sans le savoir, il participe de la naissance, de la renaissance, de la revitalisation d'un culte. Fût-il un culte pensé ou présenté comme non rattaché à une spiritualité ou à une autre. On peut douter que les choses considérées avec une grande révérence et adoration, des principes pris comme des principes immanents, ça devient du sacré. C'est rien d'autre. Les principes qu'on ne peut pas contester. Et une organisation, fût-elle à un moment donné très légitime, cette organisation est-elle appelée à toujours exiger le respect et exiger quand la soumission, voici encore une importation de l'univers ancien censé avoir été effacé, sorti de l'histoire. Voici que l'univers religieux, l'imaginaire religieux revient dans le paysage. Il trouve une place à sa mesure. Des officiants, des prêtres. Et voici tout ce qu'il y a. Voici les textes sacrés, les textes de la loi. Il faut les respecter, tout le monde doit les respecter. Il n'y a pas d'exception. Et les réfractaires iront évidemment en enfer. Les réfractaires seront chassés du paradis, hors de notre vie, hors de notre territoire. Vous allez voir ce qu'il va vous en coûter de vous redresser ou de vous dresser contre vos dieux. Oui, comme on disait, le roi est mort, le roi
Le roi est vivant. Les dieux sont morts, mais d'autres dieux ont pris leur place. Les dieux ne meurent jamais, finalement. Qu'un dieu, un panthéon, peu importe. Oui, un panthéon. Une trinité, bien entendu, une trinité. C'est simple comme bonjour, c'est l'évidence même. Il s'agit d'une trinité et elle a tous les caractéristiques d'une trinité sacrée, comme révélée, comme transhistorique, comme transphysique, comme quelque part métaphysique, transdimensionnelle, transpartisane, transmatérielle, transespace, Voici donc une trinité qui est... Donc, voici donc le monde, ce qu'il en reste. Il en reste, pour moi en tout cas, il reste ces choses-là. Alors, quelque part, un peu l'écume, on peut dire l'écume du monde. Voilà ce que je peux recueillir. Un peu l'écume, et peut-être que l'écume, malgré tout, elle a quelque chose de l'essentiel, quelque chose de l'univers réel, dense. L'écume, c'est ce qui surnage au-dessus de ce qui est plutôt plus, plus, plus lourd, moins, moins volatile, moins, moins en mouvement, moins en surface. Si, donc voilà. L'écume, il y a la surface, et puis il y a les profondeurs. Et dans les profondeurs de l'âme, on trouve des choses quelquefois très effrayantes. Il y a de la noirceur, il y a de la sobriété dans les profondeurs des lames de certains et certains de dessins noirs, dessins et de noirs projets. Peu importe que je marche sur les cadavres d'innocents, peu m'importe si cela devait m'amener à la gloire, aux portes de la gloire. Il faut bien des sacrifices, il faut bien couper quelques têtes pour mieux voir ce qu'il y a derrière, pour mieux un peu dégager l'espace devant soi. Le roi autoproclamé, le roi qui doit retrouver son prestige et sa majesté, sa parole, les paroles d'évangile. Il n'y a pas moyen, c'est l'évangile et un seul évangile. Il n'y a pas d'évangile canonique et puis les apocryphes. Il n'y a pour cette religion-là, il n'y a qu'un évangile. Il n'y a pas de divergence. Toutes les sentences sont claires et inamovibles. Ce sont des versets issus d'un esprit supérieur. Voilà donc cette histoire. Donc j'ai essayé une manière d'être dedans tout en étant dehors. Par rapport à cette histoire,
en cours cette histoire qui fait un peu venir un discours bien particulier qui le fait venir dans l'espace normal, dans l'espace du débat ordinaire, un discours qui était cantonné à à des sphères bien, bien périphériques et aujourd'hui est au centre. Et il y a là comme une sorte d'aboutissement, une sorte de couronnement pour ceux qui étaient les promoteurs et les véhiculaires ou les véhiculants de ce discours, ceux qui l'ont propagé pendant des décennies, ceux qui l'ont soutenu, ils doivent se sentir heureux. Voici qu'on a gagné la guerre idéologique. Voici que nos mots d'ordre sont devenus les mots d'ordre de tout un peuple. On a le peuple avec nous aujourd'hui. Et le peuple il utilise nos mots. Il pense comme nous. Il comprend ce qu'on lui dit. Il apporte son assentiment. Notre solution finale, la bonne solution, la solution qu'il faut pour reprendre le contrôle de notre terre sacrée. La solution, elle est là. Tout le monde peut participer à sa mise en œuvre. Toutes les volontés sont requises, tous les bras et toutes les langues. Proclamer notre avènement, propager notre parole. Soyez zélés, ne faiblissez pas. Chassez, convaincre les indécis, faites-les basculer de notre côté. Il faut que l'on devienne les maîtres chez nous. Donc là, je voudrais un peu arrêter avec ça, puisque j'en ai fait un peu le tour. Donc c'est un peu la moisson du jour, quelque part, et ce qui finalement, après, évidemment, tous les travaux préalables, donc voilà ce qui reste un peu. C'est vrai que c'est pas évident de comprendre un peu tout ça, mais donc on est toujours, il y a plusieurs mondes qui cohabitent, qui coexistent, qui sont, comment dire, qui ne communiquent pas tout en partageant le même espace. En fait, personne n'est le maître absolu d'un univers. Notre univers, on le partage, qu'on le veuille ou non, avec d'autres. On le partage en toute connaissance de cause ou en toute ignorance de cause. Je partage mon univers avec beaucoup d'araignées.
Alors évidemment, je partage mon univers avec des acariens, évidemment, des araignées, mais ceux-là, je ne les vois pas. Mais si je regarde à quelques centimètres de moi, il y a une araignée. Cette araignée, elle est petite. C'est une jeune, vu sa taille. Donc elle s'est installée là pour presque l'éternité. C'est peut-être ça, quelques mois, toute la saison pendant laquelle il n'y a rien à manger, à moins de manger un autre membre de son espèce. Mais il n'y a rien à manger. Comment vit une araignée qui ne mange pas pendant des mois? Il y a eu des insectes cet été. C'est vrai qu'il y a un lampadaire d'or qui attire les insectes. Il y a eu des insectes, il y avait à manger. Mais il y avait trop d'insectes. Et beaucoup d'entre eux sont morts pour rien. Et les araignées ne font pas de provisions. Ou j'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a moyen, qu'il y a peut-être une sorte. Ils, elles entrent peut-être dans une sorte de, de sommeil. Il y a peut-être. Ils réduisent leurs besoins énergétiques de telle façon qu'ils peuvent rester jeûner pendant très très longtemps. Il y a comme ça, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité, tout ce qu'il y a de plus concret. Et on oublie quand on est dans la revendication de l'exclusivité d'un territoire, on oublie que ce territoire, on ne pourra jamais en être les maîtres, parce qu'on le partage avec d'autres. Si on ne le partage pas aujourd'hui, on le partagera demain. Si on ne le partage pas demain, on le partagera dans quelques temps. Mais quelques temps, c'est quoi? C'est 100 ans? C'est 200 ans? On n'a pas de certitude. On peut pas comme ça, on peut pas comme ça s'arroger un droit permanent. Je suis là, mais je suis là tant que je suis là. Et demain, s'il y a quelque chose qui me force à quitter ce ici-là, ben je le quitterai. Je le quitterai même si je l'avais considéré comme chez moi, comme m'appartenant, comme ne pouvant appartenir à personne d'autre. C'est comme ça. Le propriétaire n'est que une sorte de locataire. Il n'y a pas réellement de propriétaire. La propriété se transmet d'une personne à une autre. Mais pas toujours. Mais pas toujours comme on peut l'espérer ou la préparer ou l'anticiper. Un territoire, c'est quoi un territoire d'ailleurs? C'est quoi le droit sur un territoire? Bien entendu, si on prend la toile d'araignée, la toile d'une araignée, évidemment, il y a des frontières. Et l'araignée peut sentir si quelqu'un d'autre s'approche de ses frontières et elle peut réagir si elle n'est pas endormie. Et c'est extraordinaire, elle peut réagir alors que normalement pour elle, peut-être le danger il ne viendrait pas d'une autre de son espèce ou d'une autre espèce d'araignée, mais plutôt de moi. Moi, quand je vais me mettre un jour à nettoyer, à enlever toutes les toiles d'araignée sans tenir compte. Je ne peux pas dire, je vais laisser vivre des jeunes araignées, je vais tuer les plus âgés. Je ne peux pas vivre parce qu'une toile d'araignée, ça fait pas très propre. Donc, c'est d'une fragilité, enfin, d'une sorte de... C'est précaire par essence.
c'est provisoire presque par destination. Et alors, on peut considérer qu'un autre est notre ennemi, qui veuille nous concurrencer, qui veuille peut-être même nous prendre notre bien, mais finalement, peut-être que le véritable danger, il est ailleurs. Voilà la question. Toujours une question parmi beaucoup qui pourraient, comme ça, surgir à cette heure-ci de la nuit. Bien entendu, ça se voulait un peu dans la moisson du jour, mais ça ne s'est pas fait ce matin ou au milieu de journée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, à 1h et quelques du matin, ce n'est pas presque 2 heures, ce n'est pas vraiment le bon moment. Et on fait comme. On fait comme. Et quand on s'est écouté parler il y a déjà quelque temps, on voit que ce chemin, ce long chemin, ce n'est pas un calvaire, c'est un chemin où on marche tranquillement. Et on s'arrête ici ou là. Et donc le chemin des mots est un chemin qui doit être continué. On ne peut pas dire qu'on est arrivé, on n'arrivera jamais. Parce qu'il faut, c'est un chemin qui se recrée en permanence. Et plus on marche, plus peut-être on a l'impression de mieux regarder, de mieux voir, de mieux sentir, de mieux percevoir, de mieux être dans l'instant, de mieux interagir, de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, cette histoire de l'araignée, donc je l'ai dite, ça y est, je passe à l'histoire du qui était quoi déjà. Cette histoire que j'avais enregistrée, c'est pas ça, c'était hier, j'ai oublié j'allais en faire 2 petites phrases qui me sont venues, j'allais en faire 2 petites propositions. Je les ai oubliées. Il y avait quelque chose en rapport avec le fait d'être à la fenêtre. Aujourd'hui, je suis à ma fenêtre. Quelqu'un me regarde. Il voit au moins la figure d'un vieillard. Je ne peux pas lui donner tort. Je suis un vieillard, ou un vieillard en formation. Ma barbe l'indique, mon état général l'indique. J'ai l'aspect, la corpulence d'un vieillard. Il dira, il sentira qu'entre lui et moi, il y a une sorte de béance. Moi, je suis la fin et lui, il est encore au début. Et nos mondes ne peuvent pas se rencontrer. Et moi, je suis sur le départ et lui, il a encore beaucoup à faire. Moi, j'ai presque terminé. J'ai presque achevé ma mission si réellement j'en avais une. Je l'ai achevé, mal achevé, pas entamé, peu importe. Ça va se terminer, quoi qu'il en soit. À la fenêtre. Hier, il n'y a pas très longtemps. En fait, je sais plus, j'ai oublié. Il y avait quelque temps, ça j'en suis sûr. Je regardais quelqu'un d'autre à sa fenêtre. Je me disais, j'ai remarqué qu'elle fermait ses fenêtres avec régularité à la fin de l'après-midi. C'est là que je la voyais, à ce moment-là. Je me suis dit, je vais pas la saluer. Pas parce qu'elle est vieille, ou elle avait l'aspect d'une vieille, mais parce que je me suis dit, il y a quelques mètres entre nous, et tu sais, c'est pas parce que tu vois les gens que tu peux, et etc. J'avais toutes les raisons. En tout cas, sur le moment.
Je me suis dit, on sait jamais, je peux la saluer, elle risque de pas me répondre. Et puis, qu'est-ce qu'on va se dire? Oui, qu'est-ce que l'on peut dire à quelqu'un qu'on trouve plus vieux que soi? Qu'est-ce qu'on peut me dire à moi aujourd'hui si on me voit, si je suis à ma fenêtre? Eh vieux, comment va? Comment va le corps? Comment va la tête? Ça va? Tu tiens le coup? Ah ouais, je tiens le coup. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre comme un jeune. Ah, je tiens le coup. Ah, c'est super. Ah, j'ai la niaque, je sais pas, je trouve même pas les mots. Je ne veux même pas les chercher. Ouais, je suis vieux, mais parce que je l'ai pas choisi, parce que c'est venu comme ça, parce que c'est dans la nature des choses. Je suis vieux, je me suis réveillé vieux. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, tiens, je vais me trouver un visage de remplacement. Non, ça marche pas. C'est pas que mon visage qui est vieux, c'est aussi mon corps. C'est aussi certaines choses auxquelles j'ai plus accès, des choses qui ne m'intéressent plus. Il y a des conversations, il y a des voyages, il y a des expériences, il y a des sensibilités, il y a même des mots qui ne me disent plus rien. Puis là, je fais semblant, rien d'autre. Je maintiens une sorte de, de jeu. Je sais que ça ne, que ça ne m'amène nulle part. Je continue de jouer la partie, même s'il n'y a pas de spectateurs, même si je sais que je serai obligé de lâcher ce rôle dans peu de temps. J'atteindrai pas la gloire. J'atteindrai pas la gloire, j'atteindrai pas à la popularité. Et je joue ma pièce en toute intimité, en toute invisibilité. Et voici que je reviens sur cette histoire de l'intimité que j'avais pensé intégrer dans une parole comme ça. Cette histoire de l'intimité, souvent il y avait la confusion entre l'intimité, comme on pourrait dire le froid ressenti et le froid réel. Donc on pourrait dire l'intimité présentée comme telle et l'intimité réelle. Réelle. Il y a des choses qu'on dit et on les considère comme intimes. On en fait un peu l'offrande à certains. En fait, l'intimité vraie, l'intimité nodale, elle est quelque part au fond du fond du fond. Et j'avais pensé à ce mot qui m'est resté de mon cours sur l'art grec, le naos. J'ai pensé le cœur, il dit le cœur du cœur, l'endroit le plus sacré. Cet endroit qui n'était visible que de quelques officiants haut placés. Quelques officiants haut placés, disais-je. Donc, oui, et aujourd'hui, quand on visite un temple, qu'il soit grec ou égyptien, on ne respecte plus les frontières sacrées d'antan. On les franchit allègrement, même si on fait partie. On ne fait partie d'aucun, même si on n'y est pas autorisé d'aucune manière. On n'a même pas le droit d'être dans la partie même pas dans la nef. Alors, marcher sur l'autel,
aller dans le naos, comme ça. Donc, voici la chose la plus, quelque part, la chose qui ne se révèle même pas à soi-même. Là, je reviens vers la Grèce et peut-être les mystères. Et je sais pas, cette cérémonie des mystères, je sais pas dans quel endroit ça se faisait, mais quelque part, mon intime, le plus fondamental, il se dérobe, à ma conscience, il se dérobe à ma vue ou à ma perception. Je n'y ai accès que de façon très, très rare, presque par accident. Et là, j'ai, comme ça, le grand bonheur, ou l'inverse, de saisir un fragment, de voir quelque chose. Je touche à une révélation, mais jamais à l'ensemble tout entier. On me permet quelquefois d'entrevoir, on me permet d'écouter, et c'est tout. L'intime, de 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 l'intime, un peu une sorte euh, de réalités multiples et qui se démultiplieraient à l'infini. Donc, et peut-être que l'intime, il est peut-être dans l'instant même de sa conception, au moment où la, la, la division, la division, la première multiplication, la première expansion de soi a commencé à partir de ce moment, le moment de la conception, le moment même d'avant, celui même aussi d'avant la conception, au moment juste qui précède la fusion. Ce moment-là, peut-être qu'on pourrait dire, je reçus un fragment de la conscience universelle. Mais j'en ai perdu le souvenir à jamais. Il m'en reste comme une sorte de sentiment, comme les choses que l'on voit un peu passer devant soi, et on se demande si c'était réel ou pas. Voilà, j'ai le sentiment que c'était réel, mais c'est un irréel qui ne l'est pas tout à fait. Voici donc l'intime, une partie, en tout cas l'hypothèse de cet intime ou de cette série d'intimes très très intimes, et peut-être l'intime c'est aussi une petite réaction de contrariété par rapport à quelque chose, et depuis ce jour-là, je me suis senti contrarié, je me suis senti à côté. Le premier moment où j'ai pris conscience où j'ai pris peur, où j'ai pas réussi à expliquer l'origine de cette peur. Bon, cet intime, finalement, il n'y a pas de mots pour le décrire.
car à chaque fois qu'on essaye, on le, on le réduit, on le contraint, on lui donne une dimension trop qui n'est pas à, à sa dimension. Il est immense, il est, il est, il est étendu un peu partout. Il est peut-être en partie dans, dans un orteil, en partie dans ailleurs. Il est... Donc, c'était l'idée de dire, de parler de l'intime et de parler de l'intime qui resterait à jamais intime. Donc le mystère inhérent à soi, le mystère de la mère ou le père de tous les mystères. Donc le mystère premier, le mystère ultime. Et donc ça fait que... Mais c'est pour penser à cette chose qu'on cherche et qu'on ne trouve pas. Et évidemment, sur laquelle on peut mettre aucun mot. Il n'y a pas de mot puisqu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Quand une chose existe, on peut la nommer. Quand elle n'existe pas, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de forme. Elle n'a pas de tangibilité, elle n'appartient ni à un temps, ni à un autre, ni au présent un peu ancien, ni au présent, ni au temps ancien appartient. Elle n'est pas liée à quelqu'un en particulier. Voilà la chose. Alors que s'ajoute à la difficulté. Donc deux éléments fondamentaux mais qui sont hors de portée. Qu'est-ce que tu cherches? On pourrait en donner un petit aperçu, mais un aperçu pauvre, quand même pas satisfaisant. C'est le parfum. On peut avoir senti un parfum sur quelqu'un et finalement, évidemment, il y a toujours le risque que cette personne soit confondue avec son parfum. Mais imaginons que finalement, cette personne, on pourrait l'avoir oubliée depuis longtemps. Et un jour, en traversant un lieu, en étant préoccupé par des choses, en étant juste de passage et vraiment l'esprit rempli de tas de... Puis d'un seul coup, on s'arrête. On est comme électrocuté, on est comme tétanisé. Voilà, quelque chose est capté. Mais cette chose qui est captée passe très vite. Voilà, et ce sont là quelques pauvres molécules et qui sont capables de réveiller les êtres morts, de les ramener à la vie, tout frétillant, tout plein de sève et tout plein et tout rempli de fluide. Un être comme figé dans un présent éternel. Cette personne n'a pas vieilli, cette personne n'a pas flétri, cette personne est a toujours le même pouvoir
de vous transporter. Donc c'est une image pour donner un peu cette histoire que l'on, cette chose que l'on ne peut pas sentir, justement. On ne peut pas. Alors, si on ne peut pas, pourquoi est-ce qu'on parle? Mais on en parle parce que une manière de comment dire, parler d'une chose, ça pourrait la faire exister. Alors, c'est vrai, on peut dire les dieux oubliés. Les dieux oubliés, les dieux morts, c'est les dieux dont personne ne se souvient. Donc, on se dit, tiens, comment dire, on espère que fait de parler d'une chose, ça pourrait l'inciter à sortir de, du monde dans lequel elle se cloître ou elle se maintient. Tu vois, j'ai de l'intérêt pour toi. Je t'ai préparé un petit quelque chose qui pourrait te faire plaisir. Je te ferai un bel accueil. Je suis prêt même à faire plus. Alors, est-ce que tu voudrais bien jeter un coup d'œil? Bref, simplement pour que je vois à quoi tu ressembles, ou pour que j'ai une confirmation de ton existence, ou pour que je recueille un petit quelque chose de ton essence. Non, rien, ça ne marche pas. Donc voilà l'intime qui est un peu traité comme ça. Donc il a été traité comme ça, voilà, quel espace. C'est vrai que le traitement donné à cette histoire politique, ben, c'est un traitement pour essayer de dire que quelque part, comme on pourrait toujours dire, il faut contextualiser les choses, il faut aussi se mettre un peu en arrière, prendre du recul et essayer d'inscrire les choses dans une sorte de temporalité plus large, dans le long, le long cours, dans la longue histoire ou la moyenne histoire même, si l'on ne peut pas inscrire les choses dans... Mais au moins, la lecture un peu trop immédiate, la réactionnalité trop rapide, les conclusions hâtives sous le coup de l'émotion. Et voici que cela me ramène, comme par miracle, comme par magie, à cette idée de la surréaction. On trouve la surréaction, c'est extraordinaire comment on peut facilement décrire un état en, en inventant un concept juste avec ce surréaction. Donc on ajoute à la réaction quelque chose, au mot de la réaction quelque chose pour signifier que c'est une réaction un peu plus puissante que la réaction normale. La surréaction, c'est la surexpression d'une émotion, un peu comme connaître un pic émotionnel. Mais ce pic émotionnel, comme tous les pics, normalement, il a pour caractéristique de connaître une sorte de descendance. Il y a l'ascendance, l'ascension, puis il y a le mouvement inverse. Pourtant, la descente ne se fait pas. La surréaction est peut-être une réaction normale, c'est-à-dire un moyen de, de se mettre en sur-régime pour répondre à un risque élevé, un risque un risque physique, un risque mental, un risque pour soi, dans un contexte bien particulier. Mais une fois le risque passé, une fois que l'on a un petit peu pris du recul, justement,
qu'on a commencé à considérer un peu les choses dans leur, dans, dans leur contexte, à commencer à ne plus être aussi touché, aussi, comment dire, je vois, mais cette chose est reliée à une autre chose. Cette réaction qui a conduit à ce que je sois dans la surréaction, cette réaction est motivée elle-même par une sorte de d'inscription dans un arrière-plan, dans un background, dans quelque chose qui lui a donné, qui lui a donné naissance. Il y a toujours, alors on peut rentrer comme ça dans finalement les circonstances atténuantes, l'explication sociologique, un peu le fait de décharger l'individu de sa responsabilité dans telle ou telle chose. Et justement, les choses sont liées. Il n'y a rien qui soit totalement, j'allais dire, indépendant et presque sans, sans relation avec ce qui l'a précédé, jamais. Donc une réaction ou une réaction, il faut savoir l'anticiper par rapport à l'ensemble des données, à l'ensemble, comment dire, par rapport à la façon qu'on a de d'infléchir ou d'avoir de, de peser sur le réel. Ici, on fait naître une tension. Obligatoirement, à un moment donné, cette tension va s'exprimer peut-être de façon totalement imprévue et extraordinairement frappante, mais il y a une raison, fût-elle, pourrait dire, déraisonnante, fût-elle extrême, fût-elle pathologique, comme certains pourraient la qualifier. Elle a, elle a une logique, et cette logique, elle s'appuie sur une lecture de l'ensemble d'une donnée. Donc, obligatoirement, la responsabilité de chacun s'inscrit dans, on pourrait dire, quelqu'un qui ne faisait que passer. Et quelque part, il a été agressé parce qu'il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais quelque part, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin à ce moment-là. Moi, j'ai pas la force d'aller plus loin, mais on peut aller plus loin et commencer à prendre en compte d'autres éléments. D'abord parce que il avait l'air très différent, il avait ceci, il avait cela, il y avait des éléments qui ont finalement des éléments catalyseurs ou des éléments déclencheurs, ou des choses comme ça. On pourrait dire que jamais la lecture simpliste ou simplificatrice d'une situation et finalement elle nous empêche de, de pouvoir un peu euh, prévoir et adopter la meilleure, à trouver les meilleurs, j'allais dire les meilleurs antidotes à, à de possibles répliques ou à de possibles recommencements. Voilà, ça fait ça. Donc voilà, donc une parole, évidemment, on sait que aucune parole n'est sacrée, aucune parole n'arrive à
parler de la réalité, et encore moins à certains moments de la nuit, quand le corps était un peu fatigué, comment, mais on est comme si on était frappé d'une sorte de d'incapacité à prendre en compte certains éléments. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ceux qui n'arrivent pas à voir certaines couleurs. Mais en tout cas, on a une sorte de malvoyance. Cette malvoyance, quelque part, est non pas originelle, mais est, est intrinsèque. Ce que nous voyons, ce que nous comprenons, ce que nous assimilons, ce que nous interprétons est marqué d'une sorte et une sorte d'insuffisance. C'est pas une insuffisance rénale, c'est pas une insuffisance physique, c'est une insuffisance de perception. C'est une insuffisance. Et donc, si on a une insuffisance du côté de la perception, ben on a obligatoirement, ça conduit à une réponse insuffisante et une action insuffisante. Faut, pour combler ces insuffisances, il faut s'adjoindre les perceptions d'autres personnes, un peu comme un ensemble d'êtres qui doivent se défendre en étant ensemble. Plus on est nombreux, plus on peut voir venir le danger. Donc la perception s'améliore, s'accroît, se perfectionne, devient beaucoup plus juste si on est plusieurs à y concourir, à y participer. Donc voilà, donc j'essaie de finir un peu l'heure et je sais pas ce que ça aurait pu donner. Donc ce matin, il n'y a jamais, j'allais dire, de parole X nihilo ou détaché de son contexte temporel, c'est-à-dire souvent il y a le recueil, il y a ce qu'on dit et l'écho presque très, comment dire, il y a un côté charnel, un côté très, très relié entre soi et ce qu'on a pu peut-être recueillir de ce qu'on a entendu ou lu dans les temps précédents la prise de la parole. Or, ça peut. Donc, on est quelque part qu'une sorte de porte-voix, une sorte d'amplificateur d'une sorte de pensée ambiante et l'air que cherche à transposer, que cherche finalement l'air que cherche à moduler les mots. L'air est là, mais on essaie de le jouer à notre manière. C'est vrai, la partition est là, mais chacun va l'exécuter finalement à sa façon. Donc voici une chose, c'est quelquefois c'est compliqué de finir parce qu'on n'a pas envie de finir, mais en même temps, quelquefois on finit parce qu'il y a une sorte de difficulté ou presque on sent que on est comme retenu par quelque chose, comme on est empêché de notre voix est
et baisser notre ton est un ton un peu, un ton en deçà, et on sent que l'on est comme retenu par des, par un filet invisible, il n'y a pas moyen de briser le, cette, euh, briser cet entravement. Et voilà, donc ça se présente comme ça, une parole entravée, une parole euh, un peu corsetée, un peu, voilà, dans une, voilà,